Ah, papa, c'est bizarre. Plateau, mais je suis habitué à me voir. Bon, on recommence. C'est bon? Honorables parlementaires et très chers collègues, la plénière du jour est ouverte. Mais avant toute chose, nous allons tous ensemble nous tenir debout afin de chanter notre hymne national. Dans notre plénière d'aujourd'hui, un seul titre est inscrit à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous parlerons du bilan. Nous allons évaluer ensemble avec vous le bilan de nos 66 ans d'indépendance, parce que vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, notre pays, totalise déjà 66 ans. C'est depuis 1960 que nous avons acquis cette indépendance que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, 66 ans après, quel bilan sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel que nous pouvons établir par rapport à notre indépendance, par rapport à 66 ans après avoir acquis cette indépendance. Et pour ça, nous allons recevoir Maître Caleb Banza. Il est acteur politique et coordonnateur de la coalition C5, à qui nous demandons déjà de prendre place. Alors, Maître Caleb Banza, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, déjà, vous pouvez déjà nous faire votre bilan, votre regard des faits par rapport à nos 66 ans d'indépendance. La RDC fête 66 ans d'indépendance, a fêté les 30 juin 2026, 66 ans d'indépendance. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons acquis cette indépendance. Quel bilan pouvons-nous établir sur les plans politiques, économiques, social, culturel, sportif et sur tous les plans de la vie par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo? Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'opportunité que vous m'offrez de me tenir devant vous afin de discuter sur ce sujet qui est pertinent, ce sujet qui nous concerne tous. Et je crois qu'ici, nous sommes entre nous jeunes. La question de l'indépendance de notre pays, puisqu'il s'agit d'elle, a essentiellement connu la participation des jeunes. J'aimerais rappeler ici que Patrice Emery Lumumba n'avait pas 40 ans lorsqu'il a lu son discours ou lorsqu'il a dit son discours qui constitue aujourd'hui le discours de l'indépendance politique de la République démocratique du Congo. C'est encore une fois un rappel à notre génération sur la responsabilité qui pèse sur nos épaules, celle de nous occuper de notre pays et celle de ne pas être distrait, être conscient, puisque si 66 ans avant, il y a eu des jeunes qui ont su être responsables, je crois qu'il en va aussi de notre responsabilité, de faire un bilan pour constater si cette indépendance nous a été profitable ou pas. Je crois que l'indépendance, telle qu'elle aurait été déclarée, avait pour objectif de nous permettre à nous, en tant que peuple congolais, d'être plus libres, d'être plus entreprenants et surtout de nous occuper de notre pays de sorte à ce que nous puissions le gérer mieux que les Belges étaient en train de le faire en notre nom et que nous puissions surtout voir les retombées de cette indépendance sur nos vies. Malheureusement, le constat est amer puisque
de 1960 à nos jours, la République démocratique du Congo, certes, il y a certains domaines où nous avons pu nous démarquer, notamment notre première participation à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, 52 ans après, nous y allons encore pour un pays important au centre de l'Afrique. Ça fait plaisir, mais ça démontre que nous avons été aussi médiocres. Médiocres parce que nous n'avons pas su nous imposer dans ce domaine qui était du sport. La République démocratique du Congo, d'un point de vue culturel, à travers sa musique, a su aussi s'imposer. La rumba est reconnue comme un patrimoine international. C'est ce que nous savons mieux faire de 1960 à nos jours, c'est de chanter, danser, comme c'était le cas à l'indépendance Tcha-Tcha. Mais lorsqu'il s'agit de la gestion quotidienne de notre pays, nous nous rendons compte qu'il y a plutôt des familles qui ont bénéficié des richesses du pays de 1960 à nos jours et selon les régimes qui se sont succédés. Je vais ici réfléchir et penser aux régimes financiers où des grandes familles, des grandes personnalités ont fait tout au long du règne de Mobutu. On a vu leurs familles, leurs enfants aller s'installer ailleurs et pendant ce temps, un pays qui était appelé à être construit n'a jamais été construit. Les infrastructures les plus importantes de la République démocratique du Congo, lorsque nous observons toutes les grandes villes de notre pays, ce sont les infrastructures qui ont été laissées par les Belges. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans la ville de Lubumbashi, puisque nous y sommes, toutes les artères principales, telles qu'elles ont été tracées, telles qu'elles ont été abandonnées, ou telles qu'elles nous ont été léguées par les Belges, n'ont été faites que par eux. Aucune autre artère, aucune autre route nationale d'une importance économique ou sociale quelconque n'a été tracée vraiment par la classe politique congolaise. C'est pour vous dire que nous avons été pressés d'accéder à une indépendance, mais finalement, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de montrer cette bravoure, la classe politique congolaise s'est approprié le Congo pour que ses richesses puissent profiter à elle-même ainsi qu'à leurs enfants. Mais il n'y a pas que des aspects négatifs. Nous sommes en 2026. Je suis quand même heureux, 66 ans durant, de faire partie de cette génération qui a connu finalement la démocratie. Puisque, à travers la Constitution de 2006, nous avons connu un premier cycle électoral. Et dans ce cycle électoral, c'est le peuple à qui on a rendu le pouvoir. Pourquoi le pouvoir a été rendu au peuple? Puisque ici, je viens en tant qu'initiateur de la coalition de l'article 5. Pourquoi coalition de l'article 5? Parce que nous nous sommes rendus compte, après avoir observé la classe politique congolaise, que le peuple a longtemps été manipulé de 1960 à nos jours. Il s'agissait plutôt de certains politiques réunis dans des salons à Kinshasa qui se réunissaient pour décider du sort de tout un peuple. Mais la Constitution de 2006 est venue mettre fin à cela, après notamment les assises de Saint-Titi, où on a reconnu le rôle du peuple qui devait décider de son propre sort, directement ou indirectement, notamment en élisant le président de la République, en élisant les députés nationaux, ainsi que les députés provinciaux, et chacun qui devait aussi exercer ses prérogatives au nom de ce même peuple. Alors, de 2006 à ce jour, nous avons connu 4 cycles électoraux. Et puisque notre pays n'avait jamais connu de véritables élections, en 2006, les jeunes sont allés voter, mais parfois naïvement, puisque certains sont allés contre des bouteilles d'eau, contre des bouteilles de sucré. Mais en 2011, être déçus. Parce que la jeunesse avait compris, dans nos villages, les jeunes avaient compris, ou même la population avait compris, que ces députés ne venaient qu'en période électorale pour troquer la voix contre quelque chose en termes d'argent ou en termes de biens. En 2011, il y a eu des députés qui ne se sont plus vus être réélus parce que la population avait commencé à comprendre. En 2016, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient déçues. Et en 2023, je crois aussi que le peuple avait un langage pour dire « Prenons ce qu'on va nous offrir, mais votons selon notre conviction ». Ça veut dire que je suis heureux aujourd'hui, 66 ans après,
que cette démocratie à laquelle moi personnellement j'ai goûté en tant que membre ou en tant qu'acteur effectif de cette nouvelle génération, j'ai pu aujourd'hui découvrir que la jeunesse est de plus en plus consciente de son rôle. La jeunesse, désormais 66 ans après, est de plus en plus entreprenante, ce qui explique même ces assises autour desquelles nous sommes en train de discuter, parce que nous parlons de notre pays, nous parlons de notre État. Sans un quelconque mandat, les jeunes peuvent se réunir pour décider de réfléchir sur leur pays, pour décider de faire un bilan, pour décider de s'assurer, de voir quels sont les acquis, afin de voir aussi quelles sont les perspectives d'avenir. Moi, je crois que ça, ce sont parmi les acquis que nous avons reçus de l'indépendance. C'est vrai que c'est allé très lentement, puisque nous méritions une prospérité plus importante que celle que nous sommes en train de traverser. Lorsque je pense à mes frères et sœurs qui sont dans le nord et dans le sud Kivu, assiégés parce que l'État est incapable de les sécuriser. Pourquoi? Puisqu'il y a une force étrangère rwandaise qui soutient des supplétifs du M23 pour des intérêts géostratégiques, pour des intérêts économiques, et avec notamment un soutien de certaines puissances étrangères, nous nous rendons compte qu'il y a encore beaucoup à faire, puisque d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue économique et même d'un point de vue sécuritaire, nous sommes encore incapables de nous prendre en charge nous-mêmes. Alors que cette indépendance devrait créer au centre de l'Afrique une nation capable de répondre d'abord à ses propres besoins, mais aussi, à cause de ses potentialités, de répondre aussi aux besoins de l'Afrique entière et pourquoi pas du monde entier. Et donc, c'est un peu ça, de manière balayée, le bilan que nous faisons de cette indépendance, qui pour nous n'est pas une médaille, puisqu'elle aurait été une médaille si la République démocratique du Congo était un géant qui est debout. On dit tout le temps que ce pays est le plus riche du monde, mais nous faisons partie du peuple qui est le plus pauvre. Ce paradoxe continue à nous énerver et continue même à motiver notre volonté, que ce soit en tant qu'acteur politique ou même en tant qu'initiateur de la coalition de l'article 5, que nous estimons être la coalition du peuple. Ce qui nous motive justement, c'est que nous ne voulons pas que ce paradoxe continue à exister, celui où nous sommes assis sur un pays qui a des richesses stratégiques où les potentialités sont illimitées, mais que de manière factuelle, nous sommes un pays où le taux de chômage est le plus élevé. Alors que nous avons des jeunes qui ont beaucoup d'énergie, qui sont prêts à donner de leur force, qui sont prêts à donner des connaissances qu'ils ont acquises, que ce soit à travers le banc de l'école ou même à travers les bancs de l'université. Il y a beaucoup de diplômes qui chôment dans tous les domaines, agronomiques, économiques, juridiques, médicaux, mais le pays est incapable, malgré ses potentialités, de donner l'emploi à sa jeunesse. Je crois que ici, c'était un rôle pour la classe politique congolaise d'y remédier à travers des politiques bien définies, mais la classe politique s'est limitée à penser à son propre intérêt. Et je crois que le seul maître, le seul patron qui doit aussi décider de ne pas abandonner son sort à des individus comme à Lumumba, mais la jeunesse congolaise ou le peuple congolais doit maintenant se considérer soi-même comme des héros qui doivent ensemble décider sur leur sort, d'où nous insistons sur le fait que le pouvoir doit réellement être rendu au peuple, et lui aussi le peuple doit réellement assumer ce devoir qui est le sien de décider de son destin et du destin des générations futures. Alors, Maître Kalebanza, merci beaucoup pour votre belle allocution. Je vous en prie. Ces bilans que vous avez dressés 66 ans après avoir acquis l'indépendance, je vous prie de répondre à votre siège et Merci. on va passer à la séance des questions-réponses. Merci. Alors, honorable parlementaire, très chers collègues, vous avez suivi l'allocution de Maître Kalebanza, initiateur de la coalition C5. Alors, si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à son allocution, par rapport à ces bilans qu'il a eu à faire de nos 66 ans d'indépendance, la barre elle est ouverte à tout le monde. Honorable Elie Moisé, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues parlementaires entre nous jeunes, c'est avec un sentiment
sentiment patriotique que je monte à la barre. Aujourd'hui, question de cogiter autour de cette question fondamentale qui n'est autre que les 66 ans consommés par notre pays et pour évaluer justement cette question qui pour moi turlupine les esprits de plusieurs. Parler aujourd'hui de l'indépendance, c'est pour nous un devoir patriotique, nous devons le souligner. J'aimerais d'abord que nous puissions nous poser une question fondamentale, surtout nous jeunes. 66 ans après, qu'est-ce qui en découle réellement dans notre pays? Est-ce que nous avons freiné ou nous avons avancé? J'ai bien aimé l'allocution de notre invité et j'admire bien son éloquence. Sa loquacité vraiment est très très intéressante. Mais ici, j'aimerais qu'on se dise les choses clairement dans les yeux. 1960, la République démocratique du Congo obtient son indépendance par la voix d'une personne qu'on appelle Lumumba. Un jeune ambitieux, perspicace et audacieux, décidant de pouvoir doter à cette République cette indépendance. Alors, pour moi, je ressors 3 axes qui peuvent justement nous faire réfléchir davantage. Avons-nous consolidé de l'indépendance? Là, c'est le premier point. Et deuxièmement, qu'est-ce qui persiste malgré tout, malgré nos 70 ans? Et troisièmement, que pouvons-nous faire ensemble pour améliorer demain? Voilà, honorable président, honorable membre du bureau, très chers collègues. Alors que notre pays a bel et bien connu des avancées très significatives, justement sur le plan institutionnel, sur le plan Honorable Lemoisier, il vous reste 2 minutes. Justement, Monsieur le Président, je vous demanderai de me laisser justement faire écouler la matière, car c'est les sentiments patriotiques qui m'animent en ces moments. Et j'aimerais bien que notre invité puisse justement nous dire. Il a bel et bien souligné plusieurs aspects qui soient positifs, mais également négatifs. Mais moi, je dirais que après 66 ans d'indépendance, nous restons encore stagnés vraiment au même endroit. Et la question que je me pose, d'ailleurs, je pense que notre invité va nous le répondre. Est-ce que Lumumba ainsi que ses collaborateurs ont été pressés de nous doter cette indépendance ou pas? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des avancées significatives sur le plan économique, la RDC continue d'être dépendante de l'économie extérieure. Ça veut dire une économie qui est tournée vers l'extérieur. On importe plus qu'exporter. Bien sûr, sur le plan culturel, nous avons avancé. Mais est-ce que la RDC, toujours sur le plan économique, bénéficie-t-il ou encore a vraiment le monopole de pouvoir gérer ses ressources naturelles? Tout ça, ce sont des questions, Monsieur le Président, honorable membre du bureau, qui continuent de nous préoccuper ici. Bien sûr, vous avez parlé que notre démocratie a largement évolué. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Est-ce que la RDC, aujourd'hui, sur le plan politico-institutionnel, les institutions continuent aujourd'hui de pouvoir subir des influences politiques? Il vous reste 1 minute. Merci, Monsieur le Président, de me rappeler. Mais je pense que dans 1 minute qui me reste là, je vais devoir écouler, bien sûr, ma matière. Alors que sur les plans institutionnels, il y a encore des institutions qui continuent aujourd'hui de pouvoir subir des influences politiques. Et moi, je me demande pourquoi. On dit que l'indépendance nous a été dotée pour que nous soyons un pays libre. Mais je pense que nous sommes dans le néocolonialisme toujours.
C'est ça même la deuxième question que je vais poser à notre invité. Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples congolais se retrouvent toujours dans le néocolonialisme ou soit nous sommes libres totalement? Regardez, nous sommes censés nous référer toujours à l'extérieur, à l'Europe, à l'Asie, à l'Amérique. Est-ce que nous sommes libres ou soit c'est le néocolonialisme que nous sommes en train de vivre? Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues, ça fait déjà, nous sommes passés par 3 républiques, partant de 1960 jusqu'à nos jours, la première république, la deuxième et la troisième. Et je me demande, ce processus a servi à doter à la RDC quoi exactement? Pendant que plusieurs bouleversements, plusieurs aspects continuent de nous guetter. Aujourd'hui, la RDC commence à perdre sa notoriété sur le plan sécuritaire. Nous avons aujourd'hui l'intensification de la situation sécuritaire, particulièrement dans notre partie Est. Alors, Honorable Lemoisier, allez tout droit à la question. oui, honorable Président, ma troisième question d'ailleurs, est celle de savoir, nous sommes en train d'assister justement à quoi exactement dans notre pays? Pourquoi est-ce que les 3 républiques que nous avons traversées ne nous ont pas servi justement à stabiliser la partie intérieure sur le plan sécuritaire? Ça, c'est ma question. Alors, honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues parlementaires de jeunes, pour moi, je pense que la RDC a encore des chemins à franchir. Si la RDC aujourd'hui a les taux le plus élevé de chômage de jeunes, je ne pense pas que ces jeunes pourront contribuer quelque chose à cette république. Merci, honorable Lemoisier. Oui, honorable Président, je chute par là en disant ceci, que notre invité doit vraiment nous donner des précisions sur les 3 préoccupations que j'ai soumises ici pour que les peuples qui nous regardent puissent également être fixés. Parce qu'on dit souvent qu'un optimiste est celui qui trouve une opportunité dans chaque difficulté, pendant qu'un pessimiste est celui qui trouve une difficulté dans chaque opportunité. Est-ce que notre République a trouvé une opportunité dans toutes les difficultés qu'il a rencontrées? Ça reste à savoir. Merci, honorable Président. Merci, honorable Lemoisier. Est-ce que dans la salle, y a-t-il un autre honorable qui aurait des questions? Honorable, allez-y, à la barre. Pour la parole accordée, nous vous disons merci. Monsieur le Président, messieurs de la composition du bureau, honorables collègues, 66 ans plus tard, aujourd'hui nous chantons l'indépendance. Alors, je voudrais poser une question qui me vient toujours à l'esprit. Lorsque je prends le temps de regarder notre classe politique, et ici en face de nous, nous avons Maître Caleb qui fait partie de cette classe politique. Alors, Maître Caleb, dites-nous, c'est quoi la santé de la classe politique actuelle? Est-elle malade ou pas? Je pense avoir posé ma question. Merci. Merci beaucoup, honorable. Avant de prendre toute une série de questions, nous invitons Maître Caleb Banza à la barre afin qu'il puisse répondre aux différentes préoccupations des honorables parlementaires. Merci, Monsieur le Président, de me redonner la parole et je remercie aussi les différents honorables pour leurs préoccupations qui témoignent certainement la préoccupation de cette majorité qui est en train de nous suivre. Et je pense que ces questions rencontrent réellement une profondeur qui inquiète. Qui inquiète pourquoi? Parce que je pensais être le seul à réfléchir. Maître Caleb Banza, vous avez 5 minutes pour répondre aux préoccupations. Même si je doutais de cette solitude, je suis réconforté parce que je me rends compte que je ne suis réellement pas seul. Alors, il y a l'honorable Élie Moïse qui a posé 3 questions. Il a posé une question fondamentale. Qu'est-ce qui découle réellement de notre indépendance?
Est-ce que nous avons avancé? Est-ce que nous stagnons? Je crois que dans mon introduction, j'ai répondu à cela pour dire que réellement, nous n'avançons pas. Celui qui n'avance pas, je crois qu'il est en train de reculer, puisque le temps lui avance. Les défis mondiaux avancent. Aujourd'hui, à l'ère des nouvelles technologies, est-ce que nous pouvons penser que la RDC peut faire face à toutes les différentes nations technologiques? Est-ce qu'en Afrique, ici, là où il y a des pays qui sont suffisamment avancés comme l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, est-ce qu'aujourd'hui la RDC, la République démocratique du Congo, notre pays peut estimer qu'il est à la hauteur? Est-ce que notre pays peut estimer même d'un point de vue éducatif ou éducationnel être à la hauteur des défis technologiques actuels? Toutes les ressources minières importantes qui participent aux nouvelles technologies se retrouvent dans notre pays. Mais lorsque on nous enseigne l'informatique en RDC, on ne nous apprend qu'à utiliser les différents logiciels et à utiliser l'ordinateur. Alors que ce niveau d'informatique est très largement dépassé depuis plus de 20 ans. C'est pour vous dire que nous sommes tellement distraits et que nous sommes tellement exposés. Et c'est pour ça que nous devons, en fait ici, je reviens directement sur la question, puisque la question aussi était de savoir que faire pour la suite. Moi, je crois que le peuple doit, au-delà... Non, la deuxième sous-question, elle était de savoir où est-ce que ça bloque. Vous avez parlé qu'aucune avancée n'a été enregistrée en 66 ans après l'indépendance, mais où est-ce que ça bloque? C'était ça la deuxième sous-question de l'honorable Limousin. Oui, je crois que c'est parce qu'il a peut-être aussi abordé plusieurs points, Oui. qu'on ne savait plus trop se situer pour savoir quelle est la principale question, quelle est la sous-question. Ok, la sous-question... Il y a eu quand même des gens de questions. Oui. Mais puisque vous m'éclairez, je reviens pour dire, qu'est-ce qui bloque? Moi, je crois que c'est un sentiment de prise de conscience. La population congolaise est victime de l'égoïsme de la classe politique congolaise. C'est-à-dire que les politiques congolais, c'est vrai aujourd'hui, on peut dire que nous avons accédé à la démocratie, nous pouvons avoir ce genre de discussion, mais ça aurait dû être fait plus tôt, puisqu'il y a eu des individus qui ont préféré régner que gouverner, puisqu'il y a eu des individus qui ont préféré voir leur famille se retrouver plutôt que le pays se retrouver, puisqu'il y a des individus qui se sont accaparés du pouvoir pour se servir et non pour servir. Aujourd'hui, nous sommes en retard. C'est vrai, la petite avancée que nous avons, qui est considérable, parce qu'aujourd'hui, le peuple peut avoir de la parole, le peuple, il peut lui être permis de réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, dans le processus démocratique, nous pouvons au moins croire que nous avons le choix de décider du sort de notre pays. Et pour ça, la population congolaise, essentiellement la jeunesse, le peuple, doit accepter de récupérer son pouvoir. Récupérer son pouvoir, c'est de refuser de croire que la politique ne concerne que la vie politique, ça veut dire le fait d'être ministre, le fait d'être député, le fait d'être président, gouverneur ou conseiller. C'est à nous d'élever le niveau de nos exigences lorsque nous sommes en face des acteurs politiques de ce pays. Aujourd'hui, on a déjà balisé notre opinion. Vous verrez qu'il y a parfois des jeunes Congolais qui préfèrent soutenir un leader politique parce qu'il est de leur tribu, ou parce qu'il est de leur province, ou parce qu'ils sont nostalgiques de son management, mais qui ne vont pas exiger beaucoup plus que ça. Moi, je crois aussi que la vie d'un pays ne devrait pas être pensée que politiquement. Puisque nous sommes un pays, il y a des défis économiques. Tous ces politiques, ces députés, ces candidats députés qui se présentent à nous, qu'est-ce qu'ils nous promettent à part les puits de forage? Qu'est-ce qu'ils nous promettent à part l'électricité? Aujourd'hui, donner accès à l'eau, c'est quelque chose qui est accessible. Mais après avoir donné de l'eau à la population congolaise, qu'est-ce que cette population va bénéficier? Est-ce que ce député, lorsqu'il ira nous représenter à l'Assemblée nationale, ce président de la République, lorsqu'il sera assis sur ce fauteuil, il va se limiter à gouverner par rapport au pays qu'il a reçu, ou il va l'emmener dans une autre dimension pour répondre aux défis mondiaux actuels? C'est ça la question. Et le peuple doit être d'abord sérieux avec lui-même pour comprendre qu'en tant que peuple congolais, nous n'avons plus besoin de nous plaindre.
La démocratie vient de nous faire comprendre que nous n'avons plus besoin de nous plaindre. C'est toujours dans ce pays que la classe politique congolaise s'est agitée autour d'un individu. Cet individu, c'était Joseph Kabila, un président de la République qui a géré ce pays pendant 18 ans. La classe politique s'est agitée. Ceux qui le soutenaient disaient qu'il doit rester à son fauteuil. Ceux qui étaient dans l'opposition pensaient qu'il allait s'imposer comme Mobutu. Cette classe politique est nostalgique de l'ère Mobutu. Mais nous avons bénéficié de l'expérience de l'alternance. Cette expérience nous vaccine. Et désormais, en tant que jeunes, nous savons qu'un président de la République peut quitter son fauteuil et rester en vie. Et un autre peut arriver pour un mandat ou 2 mandats et ensuite aussi partir. C'est qu'au-delà maintenant du système politique, nous devons être exigeants sur les offres politiques qu'on nous apporte. Et nous devons arrêter de tribaliser nos choix, puisque lorsque nous tribalisions nos choix pour le temps d'un mandat, c'est 5 ans de notre vie que nous avons perdu. Et je crois que s'il faudrait, n'est-ce pas, savoir qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, c'est que le peuple est resté aveuglé par les discours des politiciens qui les manipulent sur base d'une appartenance tribale, sur base d'un mensonge, sur base d'une manipulation. Et le peuple arrête de réfléchir à son propre avenir, mais réfléchit désormais à l'avenir des individus. Dès lors que le peuple décidera de prendre en main son destin pour être exigeant avec des questions pertinentes, comme les honorables sont en train de les poser ici, je crois qu'ici, à l'unisson, un peuple mécontent n'aura pas besoin d'un mot d'ordre pour manifester pacifiquement. Parce que le droit de manifester pour exprimer sa volonté, c'est toujours aussi un droit qui est reconnu au peuple. Pourquoi le peuple a ce droit de manifester? C'est pour que ceux qui dirigent, lorsqu'ils ont l'impression qu'ils font bien les choses, qu'ils découvrent réellement que les véritables patrons, qui est le peuple, n'est pas content. Ici, nous pensons que nous en avons assez des manipulations politiciennes où les politiciens veulent montrer qu'ils sont populaires puisqu'ils ont réuni quelques jeunes désœuvrés. Je rappelle que nous sommes un pays de 120 millions d'habitants. Dans un pays de 120 millions d'habitants, il est très facile de réunir 10 000 personnes dans les rues. Il est très facile de réunir 100 000 personnes dans les rues ou dans un stade, même à coups de billets. Pour les acteurs politiques de notre pays qui ont beaucoup d'argent, parfois qu'ils ont hérité parce qu'ils ont été quelque part à un poste, ça ne représente rien. Mais est-ce que le fait de réunir 100 000 personnes dans la rue, 10 000 personnes dans la rue, devrait donner à un quelconque individu le droit ou le mandat de parler au nom du peuple ou de prouver qu'il a l'assentiment et l'accompagnement du peuple? Je ne pense pas. La jeunesse congolaise n'a pas suffisamment été instruite plus tôt, mais aujourd'hui, le fait de l'histoire nous a poussés à apprendre. Du cycle électoral, nous avons appris. On peut aller à la prochaine question, Maître Caleb. Je suis en train de chuter pour dire, merci Monsieur le Président, pour dire que du cycle électoral, nous avons appris. Et pourquoi ça persiste? Ça persiste aussi parce que le jeune lui-même n'est pas responsable. Il attend tout de l'État. Je suis en train de chuter, mettez-moi. Il attend tout de l'État parce que nous sommes aussi quand même une génération qui est aveuglée par tout ce qui frappe à l'œil. Aujourd'hui, le jeune Congolais qui a un peu d'argent parce qu'il a un contrat dans une sous-traitance, plutôt que d'acheter une ferme avec 50 000 $, il préfère acheter une Jeep G-Tout pour qu'on voie qu'il a un véhicule. Mais ça, ce n'est pas la faute de l'État, puisqu'il y en a parmi les jeunes qui ont reçu aussi certaines opportunités. À eux d'être aussi conscients à leur niveau pour créer de la richesse et de la prospérité et même aussi de l'emploi. Comme pour dire ici que nous ne pouvons pas tout peindre en noir, ce pays aujourd'hui offre certaines opportunités à des jeunes, à eux aussi d'être responsables sur certaines choses, savoir prioriser les dépenses et les investissements pour assurer l'avenir de leur génération. Alors, on peut aller à la question qui dit, c'est quoi la santé de notre classe politique aujourd'hui, si vous pouvez l'évaluer? Oui, la santé de notre classe politique, c'est que notre classe politique, elle est tout simplement malade, elle est tout simplement corrompue. La classe politique aujourd'hui, elle est malade. Pourquoi? Comme je le disais, et je ne cesse de le dire, c'est parce que l'homme politique congolais ne cesse de penser à lui-même. Il ne pense pas à la génération future. Il pense plutôt à sa descendance. Il ne pense pas au peuple. Il pense à sa famille.
Il est plus facile pour un acteur politique d'amasser des millions pour construire des immeubles afin d'être sûr que ses enfants ne mourront pas de faim et que ses petits-enfants vont s'asseoir sur une richesse qu'il a établie. Très peu sont prêts à réfléchir sur des questions qui vont impacter l'avenir de notre pays. Très peu sont peu à avoir de la dignité pour refuser un mot d'ordre politique, parce que ce mot d'ordre politique peut affecter négativement l'avenir d'une génération. Ils sont prêts à voter non utilement contre de l'argent qui a été proposé parce qu'ils ne pensent plus à l'avenir de notre pays. Et cela est devenu comme un mode opératoire. Vous l'entendrez dans les salons politiques pour dire que c'est ça la politique. Non, ce n'est pas ça la politique. La politique devrait servir au peuple. La politique devrait servir à notre pays. La politique ne devrait pas servir à ces acteurs politiques. Moi, je crois que même ça, c'est de l'argent de la malédiction. Malheureusement, pour eux, ils sont en train d'investir avec l'argent du sang. C'est triste, mais c'est réel, et ils en paieront le prix. De ce point de vue, je crois que les choses sont claires. Et il y avait une question qui était importante. On dit, le peuple congolais se retrouve-t-il dans le néocolonialisme politique? Ensuite, avec cette question. Puisqu'il y avait la Première République, il y avait la Deuxième République, la Troisième République, quels en sont les acquis? Je crois que de toutes les républiques, il y a eu des bons côtés et des mauvais côtés. Dans la Deuxième République, avec le impair, nous avons au moins compris qu'il était possible pour le peuple congolais de vivre dans l'unité. Parce qu'avec le impair, le discours était de taire les différences tribales, de taire les différences ethniques, pour se considérer tous comme étant dans une seule nation. Ça, c'est un côté positif où le peuple congolais a été capable d'accepter un gouverneur qui vient du nord à l'est, un gouverneur qui vient du sud au nord, et nous sommes capables de dépasser nos aptitudes, nos sensibilités tribales. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons régressé parce qu'on ne sait plus accepter un ministre ou un député ou un gouverneur ou un bourgmestre qui n'est pas de sa propre province. On trouve qu'il faut toujours un autochtone. Ça, je crois que c'est une pensée rétrograde qui devrait être bannie. Nous avons droit à l'unité nationale et cette unité nationale devra être vulgarisée. La Troisième République nous apporte quand même un bénéfice qui est le processus démocratique. Pourquoi le processus démocratique? Parce qu'à travers ce processus démocratique, tous les acteurs politiciens ou politiques sont dépouillés. J'ai donné l'exemple d'un des plus grands de notre époque, qui était Joseph Kabila. À un moment, peu importe le temps de son règne, il était buté à une réalité qui est que le pouvoir appartient au peuple et le peuple exprime son pouvoir à travers le référendum ou à travers les élections. Il fallait organiser des élections et il était fin mandat. Il a été question pour lui de partir et le peuple s'est exprimé. Moi, je crois que c'est une des avancées majeures. Merci Maître Kalebanza. Parce que désormais, à travers cela, nous pouvons, en tant que jeunes, décider de notre sort. Merci Maître Kalebanza. Vous pouvez regagner votre siège, s'il vous plaît, très chers honorables. Vous allez arriver, honorable Limoisé. Honorable Limoisé, vous prenez 30 secondes et puis on prend d'autres questions. Merci beaucoup, honorable président, de donner la parole. Nous sommes satisfaits pratiquement à 50% des réponses que nous a fournies notre invité. Mais je pense qu'il y a une question que j'ai à poser. Lorsqu'on parle des acquis qu'on a justement obtenus de cette indépendance, j'ai à poser une question tout à fait fondamentale. Est-ce que Lumumba ainsi que ses collaborateurs ont été pressés de nous On va revenir avec cette question, honorable Limoisé. Monsieur honorable président, c'est une question fondamentale. Exactement, on revient avec la question. En train de nous suivre, justement, la plupart se posent la question. Est-ce qu'on n'était pas assez mature? Cette population n'était pas assez mature pour que Lumumba puisse se précipiter justement à pouvoir nous demander cette indépendance pendant que la puissance coloniale on revient avec cette question. Ça sera la première. Président, je chute aussi avec la question des néocolonialismes. Lorsque je parle des néocolonialismes, je pense que l'indépendance que nous sommes en train de parler ici n'est pas seulement l'indépendance politique,
n'est pas seulement la liberté d'expression, etc., mais c'est aussi l'indépendance des pensées, l'indépendance d'agir. J'ai évoqué une question ici sur le plan économique dont on ne m'a pas donné les réponses. Ça veut dire que notre pays, aujourd'hui, est incapable de pouvoir lui-même être indépendant sur le plan économique. Ça s'appelle aussi les néocolonialismes. Merci. Et ça veut dire que nous sommes Merci. là, toujours Honorable en train- Lemouze, merci. est-ce que Avec ces deux questions. Voilà, merci beaucoup, On revient avec honorable ces deux président, questions. mais je pense que si on pourrait nous répondre à cette question, ça Merci. sera vraiment très satisfaisant. Merci, honorable Limousier. On prend l'honorable Clément pour toute une autre question. Vous avez 3 minutes pour poser votre question. Honorable invité, honorable président, nous avons suivi un discours assez classique. Tout ce que l'honorable a parlé ici, c'est les discours que nous avons toujours eu l'habitude d'entendre. Nous avons déjà entendu ça. Nous avons déjà entendu des hommes politiques passer devant les tribunes, parler. La démocratie, ça ne marche pas. L'indépendance que nous avons eue, ainsi de suite. Tout ça, nous avons déjà acquis. La première question d'ailleurs que je vais poser directement à l'invité, c'est celle de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que nous devons faire pour que ça puisse marcher. Ce n'est pas possible que nous puissions avoir 66 ans d'indépendance. C'est 66 ans, l'âge qui est là. Comment nous pouvons avoir 66 ans d'indépendance et nous ne parvenons pas à nous développer? Nous ne parvenons pas à nous recentrer sur les fondamentaux de notre pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher? C'est la première question que je pose à notre invité du jour. La deuxième question que je lui pose, notre invité, qu'est-ce qu'il peut nous dire dans tout ce qu'il a évoqué ici, les acteurs politiques qui se contentent de leurs intérêts, ainsi de suite. N'est-il pas convaincu que nous sommes victimes d'un modèle politique qui est étrange à nos habitudes de nous Africains? Parce que, honorable président, honorable membre du bureau, la plus grande tragédie de l'homme noir, ce n'est pas d'avoir été esclave, ni moins d'avoir été colonisé, mais d'avoir perdu la mémoire de ce qu'il était avant l'indépendance, avant la colonisation. Nous étions habitués à un pouvoir illimité. Nous étions organisés en empire et royaume. Un empereur, un roi devrait rester au pouvoir jusqu'à l'infini. Il vous reste 1 minute. Il devrait laisser Il vous reste le 1 pouvoir minute, honorable à Clément. son fils et ainsi de suite. On nous apporte la démocratie. C'est un acquis que nous avons eu. Est-ce que nous sommes capables de bien consolider cette démocratie? C'est la deuxième question que je pose à notre invité. La troisième question que je lui pose. Reprenez la seconde question. Nous sommes victimes. Bon, nous avons une démocratie qui n'est pas conforme à nos habitudes. Parce que nous n'étions pas organisés en démocratie. Nous n'avons pas ça avant la colonisation, avant même l'esclavagisme. On n'avait pas ça. Nous étions organisés en royaume et empire. Nous avions l'arbre à palabre, le parlement irréductable et qui dépasse même le parlement que nous avons actuellement. Alors, la troisième question que je lui pose, c'est il est promoteur, notre invité, honorable invité, maître Caleb Baza, il est promoteur d'une coalition. Coordonnateur. Coordonnateur Oui. d'une coalition intitulée C5. Alors, la question que je lui pose est qu'il puisse nous dire ici, qu'est-ce que sa coalition va apporter de nouveau à la population? Quelles sont les solutions que sa coalition nous apporte vis-à-vis des défis que nous avons? Merci, honorable Clément. On prend l'honorable Jean-Pierre pour toute une autre question. Vous avez 2 minutes pour poser votre préoccupation. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous accordez. Mais je suis très inquiet parce que tous mes prédécesseurs ici, les chefs honorables, avaient 3 minutes. Mais moi, curieusement, vous m'en donnez 2. C'est pas grave, mais j'aurai tout le temps pour poser quelques questions qui tilpinent mon esprit à notre invité, le cher maître, le cher aîné, Caleb Banza. Alors, pour ne pas faire trop de discours persuasifs comme mes prédécesseurs, mes questions seront directes. Lorsque je regarde aujourd'hui le peuple congolais, je pense que le peuple congolais est en train de vivre un paradoxe, lequel les peuples vivent dans un pays riche en ressources naturelles, mais où une grande partie de la population vit dans les conditions difficiles. Et ici, honorable président, notre cher maître Caleb Banza a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Il dit, les Congolais ou le président de la République peut quitter son fauteuil
est resté en vie et un autre continue. C'est ce que Maître Banza a dit. Parce que les 66 ans d'indépendance nous a donné une leçon par rapport à l'alternance politique. Mais j'ai quelques questions. La première question. Si Maître Caleb Banza dit que notre pays est en crise politique, j'aimerais lui poser une question. Est-ce que les crises politiques répétées en République démocratique du Congo sont-elles dues aux insuffisances de la Constitution ou au manque de volonté politique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui peut être la dernière dans cette série, pour ne pas prendre trop de minutes, faut-il réviser la Constitution ou simplement exiger son strict respect pour que la République démocratique du Congo puisse réellement vivre ses 66 ans d'indépendance comme une personne âgée de 66 ans? J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Jean-Pierre. Honorable Josué Kabimba, pour toute une autre question. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour le droit de parole que vous nous accordez. J'ai beaucoup aimé le discours des honorables qui a passé ici, autant plus que pour notre invité. Me permettez ici de prendre la parole toujours en tant qu'un jeune de la jeunesse extra-système. Parce que autant beau entendu ici, on a cité des jeunes. Alors, vous avez 2 minutes, honorable Josué Kabimba. Le signal fort de prendre la parole en tant qu'un jeune de la système. Mais nonobstant, vous nous donnez 2 minutes, j'irai tout droit à l'essentiel. Parce qu'ici, nous parlons des 66 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous avons entendu ici le discours de notre invité qui était beau, mirifique. Mais ici, la question n'est de savoir. Si aujourd'hui, la RDC n'avance pas, ça dit à la Constitution ou ça dit au système politique que nous exécutions. Et aujourd'hui, si la RDC n'avance pas, c'est la faute de qui? Et si la jeunesse n'arrive pas à prendre part aux décisions prises par les autorités hiérarchiques, pensez-vous que la RDC peut-il avancer? Pourquoi? Parce que ici, nous nous retrouvons dans un système politique où même si un jeune est conscient, il sera toujours banni des affaires politiques. Et pourquoi? En 1960, Emery Lumumba, il avait les idéaux politiques qui l'avaient poussé de prendre l'indépendance. Entre autres, la justice sociale. Vos minutes sont épuisées, honorable Josué Kabimba. Merci. Je suis en train d'arriver. Il y avait la souveraineté. Et l'objectif d'avoir l'idée dans la souveraineté, c'était que la population puisse commencer à prendre ses propres décisions elle-même. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est tout autre. Merci. Et la question est de savoir, c'est une question fondamentale qui naît. Si Emery Patrice avait les idéaux et il avait pris l'indépendance pour que nous puissions se développer. Pourquoi nous n'arrivons pas à prendre aujourd'hui les décisions d'échanger notre habitude qu'on a de ne pas respecter les tests? Merci. Et s'il faut, merci, honorable. Je conclue par ici, et s'il faut que nous puissions changer, quelles sont les stratégies politiques, administratives qu'on peut utiliser. Merci, honorable Josué Kabimba. Nous invitons le maître Caleb Banza pour répondre à cette deuxième série de questions posées par les honorables parlementaires. Cette fois, c'est moi qui va vous donner des questions auxquelles vous allez répondre.
Ok. La première, elle vous concerne. Ok. L'honorable Jean-Pierre Kakouji a parlé, non pas l'honorable Jean-Pierre Kakouji, l'honorable Clément a parlé de votre coalition C5. Ok. Quel apport cette coalition, qu'est-ce que cela va apporter de nouveau dans la population aujourd'hui? Parce que nous avons la coalition article 64 pour le maintien de l'ordre constitutionnel. Nous avons la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, C4, qui est régie par la majorité au pouvoir. Et vous avez la coalition article 5. C'est quoi, qu'est-ce que cela apportera de nouveau dans la société et qu'est-ce que les Congolais doivent-ils attendre de cette nouvelle coalition que vous avez créée? Oui, merci beaucoup pour cette question. Moi, j'aimerais dire ici que la coalition du peuple, qui est la coalition de l'article 5, est une coalition qui s'inspire, qui tire son âme dans l'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution qui parle de la souveraineté. Et cet article 5 de la Constitution nous dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est ça l'essentiel de cet article. Ici, cet article, c'est l'article mère de l'organisation politique de notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons nos yeux regardés, ou nos yeux qui sont fixés vers le président de la République, vers les députés, vers les membres du gouvernement, mais souvent nous oublions que tout cela obtienne notre pouvoir de nous. C'est le peuple qui est le véritable patron. C'est même ça l'apport de la coalition de l'article 5. Ici, la coalition de l'article 5 n'est pas une plateforme politique pour la poursuite du pouvoir pour le pouvoir. Parce que ici, la coalition de l'article 5 rappelle plutôt au véritable patron du pouvoir, qui est le peuple, et aujourd'hui dans notre pays, essentiellement, ce véritable détenteur du pouvoir, c'est la jeunesse, parce que d'un point de vue numérique, la jeunesse constitue 70% de la démographie de notre pays. C'est de lui dire, celui qui a le pouvoir n'est pas le président de la République. Ce ne sont pas les membres du gouvernement, encore moins le Premier ministre, qui est le véritable détenteur du pouvoir. Même pas les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est le peuple dans notre pays aujourd'hui qui est le véritable patron du pouvoir. Et ça, l'opposition ne nous le rappelle pas. La majorité refuse de nous le dire. Parce que tous ont peur de l'éveil de conscience de la jeunesse. Tous ont peur de l'éveil de conscience des patrons qui sont les jeunes. Et la coalition de l'article 5 a justement cette vocation qui est celle de demander aux uns et aux autres, surtout des jeunes, en tant que peuple congolais, de récupérer leur pouvoir qui a voulu être confisqué, souvent même de 1960 à ce jour, par la classe politique, qui nous donne l'impression que nous ne sommes que des pions dans le jeu, alors que nous sommes les principaux acteurs de ce jeu. Maître Kalebanza, vous ne croyez pas que votre coalition est submergée, est partie prenante de la coalition C4? Parce que la coalition C4, la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, estime que aujourd'hui, la plupart des Congolais, la majorité parlementaire, la majorité de l'Union sacrée de la nation est pour le changement de la Constitution. Et vous, votre coalition parle de l'article 5 qui dit que tout pouvoir émane du peuple. Vous ne croyez pas que vous êtes une partie prenante de la coalition C4 et qu'aujourd'hui, la meilleure décision serait celle de rejoindre la coalition de la majorité parlementaire au lieu de multiplier aujourd'hui les initiatives? Ok, moi je suis très à l'aise avec cette question parce qu'au fait, on nous a formaté. On a formaté la jeunesse congolaise à n'être obligé qu'à choisir entre deux options. On nous oblige par cette classe politique, ce système nous oblige. J'ai vu qu'il y a un jeune qui voulait être extra-système ici. Le système a déjà été taillé pour nous obliger à choisir entre la gauche et la droite. Si quelqu'un ne vous comprend pas, automatiquement, il vous oppose un bord politique. Je répète ici, je viens de lire l'article 5 de la Constitution et je suis très sérieux avec ce que je dis. Je dis ici que la souveraineté appartient au peuple. C'est au peuple de choisir. Mais pourquoi
nos amis de l'opposition doivent avoir peur de la coalition de l'article 5? Pourquoi nos amis du pouvoir doivent avoir peur de la coalition de l'article 5? Parce que nous ne sommes pas dans des spéculations. Vous ne croyez pas que... Notre coalition, qui est la coalition du peuple, ne fait que respecter la Constitution et ne fait que rappeler au peuple qu'il ne doit plus se plaindre. Maître Kalebonza, vous ne croyez On pas a parlé de que... Lumumba pour demander s'il était pressé. Moi, je vais en profiter pour y répondre aussi. En fait, Lumumba n'était pas pressé. Il a agi à temps. C'était le bon moment. Mais c'est la population qui n'était pas mûre. Parce qu'elle n'a pas saisi cette opportunité de la plus belle des manières. Nous avons connu des tentatives de sécession de pays. La population a réagi différemment. La décision, elle était bonne. Mais nous n'étions pas encore mûrs. Fort de l'expérience politique que nous avons acquise en apprenant, en lisant, et aujourd'hui nous avons même expérimenté la démocratie, notre jeunesse est beaucoup plus mûre que la jeunesse de l'époque de Lumumba. Et je crois que s'il y avait un Lumumba parmi nous, avec la connaissance que les uns et les autres ont aujourd'hui, même ce discours, il aurait été plus élogieux et peut-être même plus délicat pour éviter de subir les revers négatifs que nous avons eus de ce discours qui pourtant était décisif. Maître Kalebonza, vous ne croyez pas que vous êtes opportuniste? Pas du tout. Dans le sens où, aujourd'hui, vous défendez la coalition, article 5. Vous dites que vous êtes la coalition du peuple. Ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, vous vous positionnez entre la majorité et l'opposition? Dans le sens où, lorsque la majorité au pouvoir arrivera à changer la Constitution, vous allez changer de position pour dire, moi j'étais du côté du peuple, et c'est le peuple qui a choisi la référendaire. Et lorsque l'opposition gagnera cette bataille sur les changements de la Constitution, vous allez cette fois-là encore dire que j'étais du côté du peuple et le peuple a refusé de changer la Constitution. Ne croyez-vous pas que vous avez une position opportuniste qui est qu'une position porteur d'avenir? Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que l'initiation ou l'initiative de la coalition de l'article 5 n'a pas été faite pour un quelconque opportunisme. Moi-même, je suis un acteur politique de l'opposition, mais qui se veut républicaine. De toutes mes activités politiques, j'ai toujours eu une attitude républicaine. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, ils savent que dans mes prises de position, j'ai toujours adopté une posture pédagogique. Cette posture pédagogique, ce n'était pas à cause d'une loyauté envers mon camp politique, mais c'était par loyauté pour mon pays. Et je ne peux pas aujourd'hui abandonner cette loyauté parce qu'il y a certains qui vont penser que je suis opportuniste. Je ne prends pas cette posture pour flatter ni l'opposition ou le pouvoir en place. Parce qu'en fait, moi-même, je suis jeune. J'ai l'avantage, à 32 ans aujourd'hui, de faire partie de cette crème populaire qui détient le pouvoir. Je n'ai pas à être complexé. S'il y a de ceux-là qui doivent avoir peur, ce n'est pas moi. J'ai le droit de demander à mes semblables de réfléchir, de cogiter et de choisir ce qui est idéal pour eux. Ceux qui craignent la véritable réflexion, c'est l'opposition, parce que l'opposition parle au nom du peuple. Moi, je n'ai jamais donné le mandat au C64. Ceux qui ont peur, c'est l'Union sacrée qui a peur. C'est la coalition de l'article 4 qui veut le changement pour la Constitution qui a peur. Nous n'avons jamais donné le mandat à Augustin Kabouya pour parler au nom du peuple. Qui lui a dit que le peuple veut le changement pour la Constitution? Maître Kalebonza, Et qui a dit au C64 que le peuple ne veut pas changer la Constitution? Vous êtes pour ou contre les changements de la Constitution? Ici, moi je dis, si je le dis, peut-être que c'est mon point de vue, je n'aimerais pas altérer l'âme de la coalition de l'article 5. Parce que ici, je peux vous assurer que j'ai un point de vue qui est un point de vue réfléchi, qui est un point de vue scientifique, qui est un point de vue personnel. Dans mon point de vue, je ne suis pas tiède. J'ai ma position. Mais je n'aimerais pas ici, comme je vous l'ai dit, on nous a formatés pour nous obliger à réfléchir entre deux choix. Si je donne ma position, ceux qui me suivent risquent de m'attribuer une posture. Vous êtes pour ou contre? Ici, dans la coalition de l'article 5, j'insiste. Oui. Dans la coalition de l'article 5, il suffit de lire l'article 5 de la Constitution dans ses 2 premiers paragraphes pour en comprendre la quintessence. Notre souci, c'est lequel? Nous sommes tout le temps allés aux élections. Mais combien de fois on nous a véritablement fait comprendre que c'est nous qui sommes les patrons? Ce n'est pas parce que le président de la République, qui est la première institution du pays, est la personne physique la plus protégée,
qu'il est le patron. Au contraire, il est le premier serviteur du peuple que nous sommes. Alors, si on nous rappelle que c'est nous qui décidons du sort des différents individus qui sont les différents animateurs des institutions de notre pays, je crois qu'à un moment, nous allons nous estimer différemment. Et c'est ça la posture de la coalition de l'article 5. Ici, la posture de la coalition de l'article 5, comme je le dis, c'est une posture où nous voulons faire un éveil de conscience pour que le peuple à qui on a confisqué son pouvoir, qui a été traité comme un pion au sein d'un jeu, d'un système existant, qui se considère lui-même comme le véritable acteur. Donc aujourd'hui, Que le peuple arrête, permettez-moi de chuter, que la jeunesse arrête d'hypothéquer ces manifestations pour des individus qui ont donné 10 000 francs ou 20 000 francs. C'est ridicule. alors, Maître Nous sommes Kalebanza, les véritables patrons, nous méritons un respect, d'autant plus que nous avons mûri au fil des différents cycles électoraux que nous avons connus. Et c'est ça la pertinence de notre posture. Nous n'avons pas besoin de faire les beaux yeux à l'opposition, surtout pas moi, comme je vous le dis. Je suis jeune autant que tous les autres jeunes de mon pays. Donc j'ai droit à la parole, j'ai droit aussi à faire des propositions, mais aussi en toute humilité, je ne peux pas me substituer au peuple congolais parce que ma voix à moi seul ne représente pas la voix du peuple congolais. Si aujourd'hui, lire la constitution de notre pays, vouloir qu'on la respecte, puisqu'on a plutôt été habitué aux élections. Nous savons que pour être président dans ce pays, il faut aller aux élections. Et même dans nos systèmes éducatifs à l'école, pour être chef de la classe, il faut aller aux élections. Pour être chef de promotion à l'université, il faut aller aux élections. Ça, c'est imprimé dans notre âme, l'âme de cette génération. Et tout ce que nous demandons ici, c'est de rappeler à la jeunesse congolaise qu'elle n'ait pas peur, mais plutôt au travers de la coalition de l'article 5, nous appelons l'opposition, extrême soit-elle, et le pouvoir, d'apporter sur la place publique, s'adressant au véritable patron qui doit décider et qui doit sanctionner, les différents arguments pour que le peuple soit suffisamment mûri, suffisamment édifié, merci, Maître Kalebanza. Une question, s'il vous plaît, chers parlementaires, vous aurez la parole. Une question, Maître Kalebanza, que vous allez répondre dans 1 minute. Quelles sont les insuffisances aujourd'hui que vous trouvez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez dans notre Constitution, celle de 2006, des insuffisances? Si oui, quels sont les articles qui doivent être changés ou révisés? Dans 1 minute. J'ai l'avantage d'être un juriste publiciste. Alors, je crois que même tous ceux-là qui parlent de la Constitution, et c'est même ça un appel à la responsabilité de la jeunesse. Ce débat autour de la Constitution est sur le point de nous affecter négativement ou de nous affecter positivement. Les gens se limitent à lire les articles sans connaître l'esprit de la Constitution. On se limite à lire des articles. Moi, je n'ai pas d'article que j'aimerais réviser dans cette Constitution. Mais moi, je pense qu'il y a des aspects comme ceux de la politique étrangère. Aujourd'hui, nous sommes agressés dans notre partie orientale de notre pays depuis plusieurs années. Cette agression n'est pas un problème d'article, mais c'est un problème fondamental par rapport à notre politique étrangère. C'est un problème fondamental par rapport à l'alignement de notre pays face aux stratégies mondiales. Pourquoi tous ceux-là qui soutiennent le Rwanda ne viennent pas en RDC au lieu de nous organiser une guerre pour voler par la fenêtre? Et ça, notre Constitution a peut-être des lacunes qui ne se trouvent dans aucun des articles, mais sur lesquels nous pouvons, en tant que jeunes, instruits, comme je le dis, je suis un juriste publiciste, pour nous poser les véritables questions. Pourquoi ils ne viennent pas par la porte, mais continuent à passer par le Rwanda, qu'ils soutiennent, pour piller nos ressources minières? Puisque ici, nous sommes dans un pays où, certes, il y a l'avènement de la démocratie. Nous l'avons vu avec l'azarianisation. Les partenaires étrangers ont vu comment plusieurs investisseurs ont vu leurs biens être arrachés sur la décision d'un président. À travers notre Constitution, le président de la République a un mandat de 5 ans. En 20 ans, on peut avoir 4 présidents de la République ou 2 présidents de la République qui font 2 mandats chacun. Si chacun des présidents qui vient doit venir révisiter des contrats importants de 10 milliards, 20 milliards de dollars, vous pensez qu'un investisseur sérieux qui emmène 50 milliards de dollars pour investir dans l'agriculture au Congo sera en sécurité, sachant que
à chaque changement présidentiel, son argent sera en danger? Donc vous aujourd'hui, vous parlez qu'on doit allonger les mandats présidentiels. Pas du tout. Si pour moi, on pourrait même réduire le mandat présidentiel parce que à une année, même à 3 ans, de manière objective. Ce qui compte, ce ne sont pas les individus, mais c'est l'âme, notre constitution. Quels sont les piliers sur lesquels nous devrions réfléchir pour nous permettre d'éviter des oppressions stratégiques comme celles que nous vivons avec la guerre à l'Est. Avec l'histoire de l'Iran, la guerre qui existe dans le Golfe, nous nous rendons compte même avec le Venezuela merci. que les plus grandes guerres au monde sont faites pour des raisons économiques. Quel est le péché que nous avons dans notre structuration politique et légale qui ne nous permet pas de nous aligner avec les attentes géostratégiques et géopolitiques pour que nous ne puissions pas nous comporter en victimes, mais que nous nous comportons en décideurs dans la classe politique mondiale. Merci. Ça, c'est notre point. Merci, Maître Kalebanza. Je vous remercie. Très cher parlementaire, malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous sommes obligés d'arrêter par là notre plénière du jour. Et donc, nous disons merci à Maître Kalebanza, notre invité. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi ceux qui nous suivent. Comme je le disais encore une fois, que la jeunesse ne soit pas distraite. Refusons de réfléchir selon l'imposition qui nous a été faite par les politiciens. Nous ne sommes pas obligés de suivre leur voie. Nous pouvons aussi tracer notre propre voie. Et c'est ça la démarche de la C5. La C5 n'impose aucune voie à qui que ce soit. La C5 est ouverte au point de vue de tout un chacun. Si vous soutenez le changement de la Constitution, vous êtes le bienvenu dans la C5. Si vous êtes contre le changement de la Constitution, vous êtes le bienvenu dans la C5. Parce qu'entre nous, nous avons le droit d'avoir des avis différents. Nous devons respecter nos points de vue, mais que les meilleurs arguments, puisque nous sommes instruits, nous saurons choisir ce qui est nécessaire pour nous. Merci. Le fait de changer Merci. ou de ne pas changer cette Constitution. Merci, Maître Kalebanza. Honorable parlementaire, très chers collègues, la séance du jour est levée. Ensemble avec vous, nous allons tenir debout afin de chanter notre hymne national.